Soucieux du moindre détail, il scrute tous les dossiers. Pour lui, l'actualité n'a aucun secret. Alexandre Dubé. Donald Trump a beaucoup parlé de l'importance de l'immunité présidentielle. Il tient dur comme fer. La Cour suprême a accepté de se saisir de la question et entendra maintenant les plaidoiries. On en parle avec Stéphane Bureau. Salut Stéphane. Salut Alexandre. On pourrait parler aujourd'hui au menu, c'est le cas de dire, d'un suprême de Trump, parce qu'on est au plus haut tribunal du pays Oui. et on s'apprête à voir si oui ou non il sera dans l'assiette de certains des juges de la Cour suprême. Il faut quand même rappeler qu'il y en a 3 qui l'ont nommé, qu'elle est plutôt conservatrice, cette Cour, 5 juges résolument conservateurs, un qui est un peu le pivot, le juge Roberts, et 3 juges qui sont plutôt à gauche et qui effectivement vont se présenter aujourd'hui en cours pour écouter les plaidoiries orales de ceux qui estiment que M. Trump n'a pas d'immunité et des avocats de M. Trump qui revendiquent haut et fort cette idée qu'il y a une immunité présidentielle qui le couvre. S'il devait avoir raison, il n'y aurait pas de procès à Washington, là où Jack Smith, le procureur spécial qui a été nommé, l'accuse 4 fois plutôt qu'une d'avoir entravé le cours des élections, d'avoir tenté de renverser les élections, les résultats électoraux en 2020. C'est donc très, très important. Déjà, il y a une cour inférieure, une cour d'appel qui avait donné tort sur toute la ligne aux avocats de M. Trump, un banc de 3 juges qui estimaient qu'il n'y avait pas, dans le cas qui nous intéresse, une immunité présidentielle qui protégeait M. Trump. La Cour suprême, pour des raisons qu'on peut imaginer compte tenu des enjeux, a accepté d'entendre l'affaire. Ça va commencer donc ce matin. Il n'y aura probablement pas de rendu là-dessus avant plusieurs jours, sinon plusieurs semaines. Je serais très surpris que les juges de la Cour suprême arrivent à un verdict avant le mois de juin prochain. Alors même si on reconnaissait qu'il n'a pas d'immunité, M. Trump, ça repousse substantiellement quand même ce procès à Washington qui aura lieu vraisemblablement à ce moment-là, peut-être en octobre, en novembre, parce que ça sera à cheval sur le calendrier électoral. Théoriquement, la justice doit tout faire pour ne pas interférer dans les grands rendez-vous électoraux, mais la machine est partie et c'est évident que M. Schmidt, le procureur spécial, lui, veut en découdre. Et ça pose une question, une vraie question, elle est peut-être un petit peu pointue pour les gens qui nous écoutent ce matin, mais Jack Smith, quand il a choisi de lever les chefs d'accusation contre l'ancien président Trump, a fait un choix délibéré, c'est de le reconnaître responsable de ses actes dans l'exercice officiel de ses fonctions comme président. Il aurait pu très bien choisir de s'attaquer aux citoyens Trump, même s'il était président à ce moment-là. Évidemment, on n'est pas au-dessus de tout parce qu'on est président des États-Unis. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les avocats de M. Trump ont la marge de manœuvre pour dire oui, mais justement, dans son rôle officiel de président, est-ce qu'il n'est pas évident qu'il faille le protéger? Parce qu'il y a des précédents civils où les cours, les tribunaux ont reconnu qu'un ancien président pouvait pas, à répétition, faire face à des accusations, être traîné devant les tribunaux et éventuellement même être responsable devant des tribunaux civils de certaines de ses décisions et gestes et poursuivi pour des millions, sinon des centaines de millions de dollars. Monsieur Nixon, particulièrement, avait créé le précédent, quelqu'un l'avait poursuivi, puis la Cour avait dit non, dans l'exercice de ses fonctions, le président est à l'abri et on peut le comprendre. Et dans ce cas-ci, Monsieur Smith, je le répète, le procureur spécial, a-t-il fait une erreur en choisissant de le montrer du doigt pour ses responsabilités alors qu'il était dans l'exercice de ses fonctions? Certains juristes aujourd'hui disent peut-être qu'il aurait été plus simple d'accuser le président à titre privé. C'est un choix stratégique que fait M. Smith. Est-ce qu'il s'en mordra les doigts? On ne le saura pas avant le mois de juin, sinon tard en mai. Mais c'est évident qu'aujourd'hui, dans la série de procès, j'aime comme image l'idée d'un jeu d'échecs à plusieurs étages. Ben, c'est une des parties importantes qui se joue. Ouais, alors bon, il y a ce qui se passe à la Cour suprême, il y a aussi à New York, dans l'affaire Stormy Daniels, les procédures qui reprennent après une courte pause. On devrait dire l'affaire Stormy Daniels, mais Karen McDougal aussi, cette ancienne Playmate. Oui, c'est vrai, qu'il y aurait eu une histoire. Oui, parce qu'en fait, il y a plusieurs histoires où on
soupçonne le président d'avoir acheté le silence de personnes qui, par leur témoignage, auraient pu avoir un impact sur le cours des élections, à tout le moins mettre le président ou l'ancien président dans ses petits souliers. C'est ce on reproche pas au président d'avoir acheté le silence parce que, je le répète comme je l'ai fait souvent, aux États-Unis, c'est pas illégal, c'est la manière de l'avoir fait. Est-ce qu'il a maquillé les chiffres dans l'entreprise? Alors, on reviendra sur ça parce que le procès reprenait aujourd'hui. Les mercredis, en général, le juge Merchan choisit de s'occuper de ses autres affaires. C'est ce qui fait que pendant la semaine, il y a comme un moment de silence radio, mais c'est pas parce que le procès est terminé. Ce qu'on découvre en ce moment, parce qu'au départ, on se disait, il y a un crime majeur que le procureur, M. Bragg, reproche au président, parce que c'est pas le fait d'avoir maquillé ses livres, c'est pas très très sérieux, ce serait des broutilles, mais c'est de l'avoir fait en vue de commettre un crime plus important. Et le soupçon que collectivement nous avions, parce que à ce jour, et c'est assez improbable, le procureur pour le district de New York n'a jamais dit quel crime plus grave avait commis M. Trump. Alors, on y va un peu à tâtons au fil des plaidoiries pour découvrir c'est quoi qu'on veut démontrer. Alors, au départ, on se disait c'est qu'il a enfreint une loi fédérale, la loi électorale fédérale, en maquillant des chiffres qui auraient été autant de dépenses électorales non autorisées. Et là, ce qu'on découvre, c'est plutôt une loi de New York qu'il aurait violée et où il aurait effectivement choisi d'entraver le cours des élections en achetant le silence de quelqu'un, d'avoir comploté pour entraver le cours des élections. Ça va se confirmer au cours des prochains jours, mais ça devient à sa face même et pour plusieurs juristes une démonstration qui va être assez compliqué à faire. Si j'avais à citer l'ancien président Chirac, tu me diras, je mélange les concepts, mais pourquoi pas? Ça a un petit côté grand guignolesque, sinon c'est arabiscoté. Donc, c'est ce que disent plusieurs juristes. La démonstration est loin d'être faite. Ce qui est intéressant en attendant, puis on devrait peut-être l'apprendre aujourd'hui, c'est si oui ou non le juge Merchan va coller des amendes et à répétition à son vis-à-vis, M. Trump, parce qu'il ne respecte pas le bâillon qu'on lui a imposé. Il veut qu'il ferme sa gueule. L'accusé, dans ce cas-ci, a des opinions sur beaucoup de choses, oui, sur le juge, sur sa fille. Il s'exprime sur les jurés, sur le contexte. Il faut voir qu'en temps normal, quand il y a un bâillon, c'est pour protéger l'accusé. C'est-à-dire qu'on veut pas contaminer l'opinion des jurés par des commentaires qui pourraient être faits. C'est très, très rare que c'est l'accusé qui est bâillonné. Lui, en général, il attend de voir si les choses vont évoluer positivement pour lui. Dans ce cas-ci, c'est lui à qui on veut faire fermer la gueule. Mais c'est aussi le candidat aux élections présidentielles, c'est le candidat républicain, et en ce moment, il est dans une situation un peu paradoxale où quelqu'un qui va bientôt venir témoigner contre lui, Michael Cohen, son ancien bras droit, celui qui est accusé d'avoir justement payé pour acheter le silence de Stormy Daniels, de Karen McDougal, lui qui est un menteur avéré, menteur à répétition, qui s'est parjuré, qui a déjà été condamné, va venir au tribunal dire, effectivement, j'ai pris de l'argent pour acheter le silence et je sais ensuite qu'on a maquillé les livres puisque on m'a remboursé en disant que c'était des dépenses légales, ce qui était évidemment pas le cas. Monsieur Cohen, il est partout sur toutes les tribunes à la télévision, à MSNBC, il se fait aller le clapet, il explique à quel point le personnage Trump est vil, odieux, après quand même avoir travaillé avec lui pendant de nombreuses années. Alors peut-être a-t-il raison, mais le candidat Trump est dans une drôle de position. Qu'est-ce qu'il peut faire compte tenu de ses attaques à répétition? Est-ce qu'effectivement, il est condamné au silence à cause des procédures? C'est embêtant. Puis mon intuition la meilleure en ce moment, c'est que il a envie d'être condamné, puis pas juste à payer des amendes. Il voudrait que le juge aille jusqu'au bout puis dise si tu fermes pas ta bouche, je vais t'envoyer en prison. Et être envoyé en prison, ça serait une nuit, ça serait 2 nuits, évidemment. Je pense que politiquement, ça serait du carburant comme M. Trump n'en rêve même plus. Parce qu'évidemment, sa vie ne risque pas d'être menacée s'il va en prison. Il faut être encore protégé, alors fait que je sais pas comment ça se passe. Est-ce que les gardes du corps accompagnent le président s'il fait qu'il soit en prison? Ça serait extraordinaire. Mais ça serait surtout formidable pour le candidat qui pourrait dire, voyez,
Ça y est, là, on est rendu là. La liberté d'expression n'existe plus. Je suis non seulement bâillonné, je suis emprisonné. Le juge Merchant est certainement pas un niaiseux né de la dernière pluie. Je pense qu'il mesure très bien ce qui se passe. C'était Adam Bragg, le procureur, qui, on doit le dire, au départ, était pas chaud à aller jusqu'au bout de ses accusations, parce que c'était déjà sur le bureau du procureur avant qu'il n'arrive cette idée de poursuivre le président pour ce maquillage dans ses livres. Puis au départ, il avait dit non, non. Finalement, il s'est rallié à l'idée, mais je pense que c'est quelqu'un d'assez précautionneux. Il tombera pas dans le piège de demander au juge d'envoyer Donald Trump candidat aux élections présidentielles au cachot une journée ou deux parce qu'il n'a pas respecté le baillon. Mais lui, je pense que plus que d'être à Mar-a-Lago, il serait ravi de faire une nuit à, je sais pas comment on appellerait ça, le Club Med, disons. Oui, parce que souviens-toi à quel point il avait tourné à son avantage aussi sa fameuse photo de prisonnier, là. Sa mugshot, où il faisait une expression faciale. Oui, oui, puis il avait publicisé ça à outrance. Et je le dis, mais c'est un expert dans l'art de faire du judo. On peut acheter le T-shirt aujourd'hui. On peut acheter le T-shirt. Hey, le compte à rebours est commencé pour TikTok qui va devoir être vendu dans les 9 prochains mois. On en avait déjà parlé, ça s'est fait discrètement mardi dernier parce que le vote avait déjà été pris à la Chambre des représentants il y a plusieurs semaines, mais ça attendait une approbation au Sénat. Le Sénat le fait en débloquant l'aide, puis on parle là de 95 milliards à peu près pour l'Ukraine, pour Taïwan, pour Israël et pour Gaza. Dans le package, on a aussi donné le feu vert à cette idée que maintenant c'est un compte à rebours qui est amorcé. Le sablier vient d'être renversé. Au départ, l'entreprise devait absolument être vendue dans les 6 mois suivant la signature du président Biden. C'est la dernière étape dans le processus. C'est probablement déjà fait. On a rajouté 3 mois parce qu'on pensait que c'était irréaliste de faire cette transaction en 6. Donc, dans 9 mois, s'il n'y a pas un acheteur aux États-Unis pour reprendre les actifs de TikTok, l'entreprise ne pourra plus agir sur le territoire américain. Puis ça pose des questions absolument. On va en reparler parce que c'est fou dingue. Comment faire en sorte, par exemple, que si un acheteur est propriétaire de TikTok aux États-Unis, comment va-t-il faire pour faire fructifier son investissement sans avoir la sauce secrète? Parce que c'est l'algorithme qui est toujours montré du doigt, qui pourrait transférer de l'information chinoise, mais est-ce qu'il y aurait un algorithme différent aux États-Unis pour la compagnie qui serait propriétaire de la marque TikTok? C'est évidemment pas intéressant. Ce qui fait que ça marche, c'est qu'ils ont une source secrète. Puis ça, cette source secrète, est-ce qu'elle pourrait être la même en dehors des États-Unis et aux États-Unis? Vraisemblablement pas. C'est un vrai sujet. Je pense que l'entreprise va se battre bec et ongle aussi au nom de sa liberté d'expression en cours pour interdire ou sinon ralentir cette vente forcée. Mais c'est un enjeu absolument, je dirais, contraignant en ce moment pour les États-Unis qui sont représentés par leur secrétaire d'État en Chine. Voyage officiel, il n'y en a pas eu des tonnes et où les Chinois vont dire qu'est-ce que vous êtes en train de faire là avec TikTok? Parce que les Américains ont des demandes, puis des demandes très pressantes. Par exemple, arrêter de supporter les Russes dans la guerre en Ukraine et oui, autrement. Un détail, Monsieur Blinken, un peu dans ce cas-ci, le bad cop après le voyage de Janet Yellen, qui est la secrétaire du Trésor, qui était là il y a quelques semaines, puis qui disait « Ah, nos relations commerciales, nos relations avec la Chine sont très, très, très importantes. » Et là, tu as Blinken qui arrive derrière en disant « Attention, là, on pourrait, nous, s'il le fallait, vous imposer des sanctions, des pénalités. On pourrait faire en sorte que vous payiez le gros prix parce que vous avez des rapports avec avec la Russie, pardon. » Et ce qui est très dangereux à ce jeu-là, c'est que les Chinois, comme les Russes et une partie du reste du monde, les BRIC, les pays du BRIC ou des BRIC, se créent des systèmes alternatifs pour ne plus justement être victimes de sanctions économiques occidentales, pour ne plus dépendre du dollar américain qui est évidemment de plus en plus militarisé par les États-Unis, leur dollar, pour leur permettre d'infliger des dommages aux pays qu'ils veulent mettre dans leur collimateur. Fait que, il y a là un bras de fer intéressant. Puis, encore une fois, j'emploie souvent le mot, un paradoxe. On reprochait beaucoup au président Trump, quand il était à la Maison-Blanche, son ton belliqueux à l'endroit des Chinois. La Maison-Blanche de M. Biden n'a pas beaucoup baissé le ton. Et là, on parle de quoi? On parle de sanctions commerciales sur un certain nombre de produits, comme on reprochait à M. Trump de le faire et d'étrangler le commerce. Oui, on a déjà vu ça, c'est clair. Hey, Stéphane, qu'est-ce que tu nous proposes à Contact cette semaine?
Ben, un personnage qui a la parole, je dirais, libre et qui souvent provoque, Michel Onfray, essayiste, philosophe, si tu le veux, juste pour donner le ton, un extrait. La gauche, c'est la sensibilité politique, j'allais dire poétique, mais qui a le souci du peuple, des gens simples, des gens modestes, des gens les plus défavorisés. C'est le gamin que j'étais qui dit je n'oublierai pas l'humiliation qu'ont subi mes parents. Et c'est de dire aujourd'hui une femme qui loue son ventre, son utérus, c'est pas une femme qui dit j'adore ça. C'est une femme qui dit j'ai besoin de vivre, quoi, j'ai besoin d'argent, et je suis du côté de cette femme. Et les gens qui disent nous on a du fric et on va mettre 300 000 euros pour acheter un enfant, je suis pas de leur côté. Alors après, il se peut que cette dame qui loue son utérus, elle soit de droite et qu'elle vote Marine Le Pen, et que l'acheteur de l'enfant, il soit de gauche, de la gauche caviar, etc. Après, c'est plus mon problème, cette gauche-là et cette droite-là. Conversation par ailleurs vaste sur plein de sujets. On revient sur ce qui se passe à Gaza, sur son parcours biographique. Et comme il le dit aujourd'hui, c'est difficile de savoir ce qui fait qu'on est de gauche ou de droite. Sur ses commentaires précis, c'est un peu un écho à l'épisode qu'on avait la semaine dernière avec Clémence Trilling, qui dit attention avec la grossesse pour autrui, est-ce qu'on a posé toutes les questions? Elle qui est abolitionniste et dit ça ne devrait absolument pas arriver. L'Europe d'ailleurs, qui s'est prononcée il y a quelques jours pour associer la GPA au trafic humain et qui interdit la GPA jusqu'à preuve du contraire. Donc, Monsieur Onfray qui fait un peu écho à ça, mais c'est pas le cœur de notre entretien, ça dépasse largement. Passionnant, c'est en ligne depuis quelques minutes. Alors, un épisode disponible maintenant pour écoute. On sera là. Merci Stéphane. À demain. Salut.